Bonsoir, bienvenue dans ce mardi thérapeutique. On m'a demandé ce soir de vous parler de la vaccination et du Covid-19, un sujet brûlant d'actualité puisque l'on est actuellement en plein dedans. Pendant cet exposé, j'essayerai de vous présenter les différents vaccins disponibles actuellement en Belgique, mais également la stratégie vers laquelle nous devons tendre pour arrêter la dissémination du virus dans la population. Tout d'abord, en ce qui concerne les vaccins anti-SRAS-CoV-2, une des plus grandes objections à la vaccination, le plus grand étonnement, est de nous dire mais comment est-ce possible que nous avons obtenu ce vaccin en 10 mois alors que des vaccins sont en attente pour des maladies comme le HIV depuis des années et on ne voit toujours rien venir. Et il y a également un effet de peur vis-à-vis de, des nouvelles techniques qui ont été utilisées pour la fabrication de ce vaccin. Alors pour répondre à ces objections, est-ce que ce développement a été trop rapide? La réponse est que non. En fait, nous ne venons pas de zéro. Il faut se rappeler que en 2002 et en 2008, nous avons eu deux épidémies de coronavirus. La première, c'est l'épidémie de SRAS, la deuxième, l'épidémie de MERS, et que déjà à ce moment-là, on avait essayé de fabriquer un vaccin à partir de cette technologie de l'ARN messager que je vais vous exposer plus tard. Mais le SRAS ayant disparu de lui-même, et le MERS n'existant plus que dans quelques cas sporadiques, la recherche du vaccin a été abandonnée via ces techniques, et même abandonnée tout court, et on a donc repris ce que l'on avait fait comme avancée dans la recherche de ces deux vaccins. On a recommencé les recherches à partir de l'endroit où on avait laissé la recherche des vaccins anti-SRAS par cette technologie de l'ARN messager. On ne revenait donc pas de zéro. De plus, cette technologie de l'ARN messager est déjà connue et est déjà utilisée pour les vaccins anti-coronavirus des animaux. Il existe des vaccins selon cette technique de l'ARN messager contre les coronavirus canins, félins ou même lors de la bronchite infectieuse chez les oiseaux. Et la troisième chose, c'est que même s'il s'agit d'un nouveau type de coronavirus, un type hybride ayant des caractéristiques à la fois de la chauve-souris et éventuellement d'un autre hôte, nous connaissons déjà bien cette famille des coronaviridés puisque non seulement nous avons déjà eu deux épidémies, comme je disais en commençant, de coronavirus, mais nous connaissons également les coronavirus qui, chaque hiver, donnent des problèmes ORL. Et donc, c'est une famille que l'on connaissait bien et que l'on connaît bien et qui est sujet à des mutations et des adaptations au milieu dans lequel il se trouve. Et on connaissait déjà cette caractéristique et j'y reviendrai tout à l'heure. Parallèlement au développement rapide lié à la reprise d'une technique que l'on connaissait déjà, il fallait énormément de fonds et c'est ce qui a permis un développement vraiment rapide de vaccins contre le SARS-CoV-2. Vous voyez que plusieurs
pays, plusieurs institutions se sont groupées, se sont alliées avec des laboratoires pour investir vraiment des sommes relativement colossales pour la recherche de ce nouveau vaccin. Vous pouvez notamment voir que pour Sanofi, la somme a été relativement élevée, mais c'est également la même chose pour le vaccin Moderna et pour le vaccin de Pfizer. Vous voyez que les sommes investies ont été quand même très très importantes. Et donc, non seulement on connaissait, on a repris une technologie que l'on avait déjà commencé à déployer, à utiliser, mais en plus on a bénéficié d'un apport d'argent dans la recherche et le développement de ce vaccin qui a permis une avancée vraiment très très importante et très rapide pour le développement de ces vaccins. Donc, en résumé, ce vaccin avec cette technique d'ARN messager a été rendu possible par la reprise donc d'une technique que l'on connaissait déjà, par un apport d'argent vraiment très très important en partie privée et en partie publique, d'autre part aussi par le fait que il y a eu euh, énormément de volontaires pour faire des tests. Donc il faut savoir que dans le développement d'un médicament comme dans le développement d'un vaccin, il y a une série de phases et que ces phases sont normalement des phases successives. Donc on a d'abord une phase expérimentale, une phase clinique chez l'animal, ensuite une phase clinique d'une phase de non-toxicité et puis une phase chez l'homme, c'est la fameuse phase 3 et phase 4. Normalement, ces phases se suivent dans le temps. Ici, les phases se sont quasiment presque toutes chevauchées, plusieurs se faisant en même temps, avec des contrôles des organismes sanitaires qui se faisaient en quasiment presque au jour le jour. Ceci donc a permis une avancée très 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 rapide et un développement très très rapide de ces vaccins anti-coronavirus. Et donc, si finalement nous sommes arrivés très rapidement à faire ce vaccin, c'est aussi en raison des progrès vraiment rapides en immunologie et en virologie, et également parce que nous avons obtenu le séquençage du SARS-CoV-2 très très rapidement. La Chine a mis à disposition ce séquençage fin décembre, début janvier. L'existence de technologies développées antérieurement qui ont été mises en commun entre les différentes firmes pharmaceutiques et qui ont permis d'aller beaucoup plus vite en partageant le savoir scientifique, qui a permis d'avancer aussi très très important. Le choix d'un antigène qui est un antigène qui varie peu et qui peut donc provoquer une réaction immunologique stable, en l'occurrence ici l'antigène de la protéine S du coronavirus, qui était l'antigène de choix parce que variant peu et qui avait déjà été choisi comme antigène pour le développement de vaccins anti-SARS et anti-MERS. Le développement, bien entendu, a été également facilité par l'anticipation des industriels et des États pour le développement de la production. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on mettait en point un vaccin, eh bien, en même temps, on planchait sur comment allait pouvoir se faire la production, la distribution et l'administration des vaccins. Et donc, comme je vous le disais à la dia précédente, il y a eu la création de véritables plateformes vaccinales qui consistent à la mise en commun de savoir scientifique de manière à ce qu'ils puissent
profiter à l'ensemble de la communauté scientifique, mais également à l'ensemble des sociétés pharmaceutiques. Ainsi, vous pouvez voir sur cette dia que au début, pour la création de ces vaccins, il y avait les techniques classiques vaccinales telles que vous les connaissez comme moi, un vaccin inactivé, un vaccin tué, les vaccins composés de sous-unités, des vaccins qui sont composés également de particules qui ressemblent au virus. Et ces plateformes vaccinales ont également permis de mettre en évidence de nouvelles techniques telles que la technique de l'ARN messager, les techniques de vaccination par les peptides synthétiques et les techniques de vaccination par des vecteurs viraux, c'est-à-dire on prend un autre coronavirus tout à fait inoffensif, on y insère un gène qui permet l'expression de la protéine S à sa surface et on entraîne comme ça une réaction immunitaire tout en n'ayant pas la virulence du coronavirus. Et donc c'est un fait remarquable de cette épidémie, c'est qu'il y a eu vraiment un partage scientifique vraiment très très important et une mobilisation du monde scientifique qui a permis le développement rapide de ce vaccin. Une difficulté comportant la création de ce vaccin consiste en la faculté qu'a ce coronavirus, et je vous en parlais en débutant l'exposé, de s'adapter au milieu dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que le coronavirus a cette faculté de pouvoir muter de manière régulière, un peu comme la grippe, mais également de pouvoir s'hybrider, c'est-à-dire de pouvoir s'assembler avec un autre coronavirus d'une autre espèce que l'espèce de départ, et donc de créer un tout nouveau coronavirus qui n'a jamais touché l'espèce humaine. Et donc, il fallait trouver, pour pouvoir réaliser ce vaccin, une protéine qui était capable de provoquer une réaction immunitaire et qui, quelle que soit la mutation qui aurait lieu sur les souches de coronavirus, pourrait néanmoins rester suffisamment immunogène que pour provoquer une réaction immunitaire. Et ici, en l'occurrence, la protéine S, qui est la protéine spike du virus, qui permet au virus de s'agripper à la surface des cellules, a été choisie car effectivement peu variable. Depuis que la Chine a mis à disposition en janvier 2020 le génome du premier coronavirus, il y a eu jusqu'à présent 4 mutations d'importance. Il y en a eu en fait beaucoup, mais 4 seulement ont une incidence clinique vraiment importante, qui ont entraîné soit un regain de mortalité, soit une diffusion, une dispersion plus importante via une contagiosité plus importante. La dernière mutation en date est la souche sud-africaine dont vous avez entendu parler et juste avant la souche anglaise britannique. Mais en ce qui concerne la souche anglaise, qui a notamment entraîné le confinement du Royaume-Uni, il n'y a que quelques acides aminés de cette protéine S qui sont changés sur cette souche, ce qui la rend plus contagieuse, peut-être un peu plus agressive, mais le vaccin étant quant à lui ciblé sur la formation d'anticorps sur l'ensemble de la protéine S, le fait que seulement quelques acides aminés de cette protéine soient changés fait que le vaccin reste quand même efficace, même si il serait logique de s'attendre à une petite diminution de son efficacité. Alors comme je vous le disais, pour réaliser un vaccin, les firmes pharmaceutiques ont eu le choix entre différentes techniques, des techniques
plutôt classiques, comme l'utilisation d'un virus atténué, c'est-à-dire dont on a atténué la virulence, d'un virus inactivé, c'est-à-dire que l'on a tué, qui reste immunogène par ses protéines de surface, mais qui n'est plus capable de se reproduire ou d'avoir une quelconque virulence dans l'organisme qu'il colonise, soit la vaccination par subunité, c'est-à-dire que l'on utilise des petits morceaux de peptides du coronavirus que l'on injecte pour provoquer une réaction immunitaire, des particules pseudo-virales, c'est-à-dire que l'on prend un antigène ou plusieurs antigènes virales que l'on met sur une surface ressemblant à un virus et qui est ainsi injecté pour provoquer la réaction immunitaire. Des pistes de la vaccination étaient également un vecteur viral, c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, l'utilisation d'un autre coronavirus auquel on permettait d'exprimer la protéine S du véritable coronavirus, rendant ce coronavirus immunogène, mais néanmoins n'ayant pas l'agressivité du vrai coronavirus. Et puis, les techniques qui ont été choisies et qui ont été les premières, et qui sont les premières à être arrivées sur le marché, celles du vaccin ARN. Certains ont également essayé des techniques de vaccin à base d'ADN. Alors sur ce tableau, vous voyez les différentes firmes pharmaceutiques, notamment vous voyez en haut BioNTech, la première ligne qui a utilisé effectivement la technologie de l'ARN messager, de même que le vaccin Moderna, qui utilise également cette technique de l'ARN messager. D'autres ont choisi d'autres techniques, c'est le cas par exemple pour le vaccin chinois qui lui utilise plutôt une souche de coronavirus inactivée et c'est aussi également le cas pour le vaccin russe, le vaccin Sputnik, qui utilise aussi une forme de virus inactivé. Vous voyez aussi que le vaccin plutôt d'AstraZeneca, lui utilise un vecteur viral qui est incapable de se multiplier. Et donc c'est une technique de vaccination proche en fait de la technique vaccinale que l'on utilise pour la grippe. Donc vous voyez ici le vaccin russe par exemple, le Sputnik, avec les doses de vaccination, toujours à peu près 2 doses de vaccination à plus ou moins 3 semaines d'intervalle. Le vaccin de BioNTech, donc 2 doses au jour 1 et jour 22 avec le dosage 30 microgrammes de principe actif par dose. Chez Moderna, on est également à 2 doses D1 et D29 avec une plus grande quantité, 100 microgrammes par dose. Et donc, mais vous voyez et vous pouvez déjà constater que effectivement la plupart des vaccins ont été composés sur la base de 2 doses, généralement D0 et 3 semaines plus tard, sauf le vaccin de Moderna qui peut être donné, dont la deuxième injection peut être faite beaucoup plus tard. Alors, comment évolue dans la population la perception des vaccins? Eh bien, on peut un peu schématiser la perception de la vaccination par ce schéma, où vous voyez que au départ, la prévalence de la maladie étant très importante, il y a progressivement dans la population beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus convaincus qu'il faut se faire vacciner. La couverture vaccinale augmente. Comme cette couverture vaccinale augmente, le nombre de cas
Donc l'incidence dans la population diminue de manière assez importante. Et puis on arrive à un plateau de couverture vaccinale où la majorité des gens sont vaccinés. Ce plateau n'entraîne plus de diminution de l'incidence de la maladie et c'est à ce moment-là que il y a une espèce de perte de confiance, en tout cas les personnes, les gens se disent, ben voilà, euh, on ne voit plus les chiffres diminuer, donc bah, à quoi ça sert de faire le vaccin? Donc il y a une diminution de la couverture vaccinale, et cette diminution de couverture vaccinale entraîne un rebond de l'épidémie qui entraîne à nouveau une réaugmentation de la volonté de se faire vacciner et donc de la couverture vaccinale jusqu'au moment où il y a une éradication totale de la maladie. Donc, parallèlement à ça, il y a bien entendu les effets secondaires qui sont peu nombreux, mais plus effectivement on va vacciner les gens, plus bien entendu le risque de voir apparaître quelques effets secondaires, probablement bénins, vont être découverts. Sur ce schéma, je vous fais un petit rappel de la réaction immunitaire et de comment elle fonctionne. Vous voyez sur ce schéma le coronavirus avec son enveloppe, son ARN et ses protéines de surface, notamment les protéines S, spike et les protéines M. Ce virus va se fixer sur le récepteur AC2, qui est le récepteur de l'angiotensine convertase se situant à la surface des cellules. On connaît à l'heure actuelle d'autres moyens, d'autres récepteurs par lesquels le virus peut être également fixé à la cellule qu'il va parasiter. En se fixant sur ce récepteur, il va induire une vésicule d'endocytose qui va lui permettre de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur de cette vésicule d'endocytose, eh bien, il va s'ouvrir pour libérer son ARN, son code génétique, si vous voulez, et cet ARN va utiliser les ribosomes de la cellule infectée pour la fabrication des protéines virales, mais également il va utiliser les enzymes de la cellule parasitée pour dupliquer son ARN, et ensuite, une fois que les protéines de surface et l'ARN sont dupliqués en un nombre suffisant, l'ARN et les protéines de surface vont s'assembler pour reformer de nouveaux virions, de nouveaux virus, qui vont être excrétés dans les espaces intercellulaires. Il faut se dire que cette excrétion se fait par milliers, par millions de virions, et une fois dans cet espace intercellulaire, ce virus va rencontrer généralement des cellules de type macrophage, par exemple, qui va progressivement, lui aussi, endocyter, détruire ce virus et va capter des petites protéines de la destruction de la paroi du virus qu'il va mettre à sa surface et présenter alors aux cellules lymphocytaires T qui en prennent l'empreinte. Celles-ci vont à la fois s'activer en appelant d'autres cellules T de type helper pour que celles-ci prennent plusieurs fois l'empreinte du peptide viral, mais en même temps, ce lymphocyte T helper va également transmettre cette empreinte aux lymphocytes B qui vont produire des anticorps contre le coronavirus et qui vont permettre de le neutraliser. Parallèlement, ce lymphocyte T helper va également transmettre
la forme, si vous voulez, de ces protéines de surface à certaines cellules, dites cellules cytotoxiques, par exemple les cellules NK, Natural Killer, qui vont elles aussi pouvoir s'attaquer directement aux virus se trouvant dans l'espace intercellulaire. Voici les différents types de vaccins, comme je vous les ai déjà mentionnés, les différentes techniques qui ont été utilisées ou qui ont été explorées pour créer les différents vaccins. Vous voyez ici l'utilisation d'un virus inactivé, c'est-à-dire un virus qui n'est plus quelque part capable par lui-même d'infecter et donc de détruire les cellules. C'est un virus qui est peu mobile, qui est peu immunogène par le fait qu'il est entre guillemets mort, et donc il faut utiliser de plus grandes quantités de virus pour pouvoir obtenir une même réaction antigénique. Pour les virus atténués, on va altérer en fait le code génétique du virus pour le rendre plus faible et donc avoir une maladie qui peut être moins importante mais qui va entraîner une véritable réaction immunitaire. Autre type d'approche, les vaccins qui utilisent des vecteurs viraux. Alors des vecteurs viraux qui sont soit inactivés ou qui sont atténués. C'est le cas par exemple d'un vecteur viral qui utilise le virus des oreillons dans lequel on va insérer un petit peu d'ARN du coronavirus et qui va donc être utilisé et être injecté tel quel pour provoquer une réaction immunitaire contre les protéines qui sont codées par ce petit bout d'ARN qui provient du coronavirus. Ce type de vaccin est souvent très immunogène, néanmoins, étant donné qu'il existe quand même dans la population une grande proportion de gens qui ont fait, dans ce cas-ci, les oreillons, cela peut entraîner et booster une réaction immunitaire qui peut prendre parfois des allures beaucoup plus importantes et provoquer alors des effets secondaires peut-être plus importants. Autre type de vecteur viral, c'est les vecteurs viraux qui sont non réplicants, donc quand ils sont vraiment tout à fait morts. Donc on prend des virus dans lesquels on insère, comme dans l'autre cas, un petit morceau d'ARN du coronavirus. Et comme ce virus ne se multiplie pas, et bien là aussi il faut une dose plus importante de virus inactivé pour pouvoir provoquer une réaction immunitaire. C'est cette technique qu'utilise notamment, qu'a essayé d'utiliser Johnson et Johnson. Autre piste, c'est l'utilisation de vaccins basés sur l'injection de protéines. Donc plusieurs équipes dans le monde sont encore en train de travailler sur ce type de vaccin, c'est-à-dire que l'on va utiliser les protéines S des coronavirus, on va les mettre en suspension, et donc cela nécessite bien entendu des adjuvants, et on va injecter ces protéines S en suspension à l'intérieur du corps pour provoquer la formation d'une réaction immunitaire dirigée directement contre ces sous-unités S du coronavirus. Une autre approche dans cette approche basée sur les protéines, c'est de créer une structure, un véhicule qui ressemble à un virus sur lequel on a mis à la surface les fameuses protéines S du coronavirus
et cette structure un peu hybride va provoquer lors de l'injection la formation d'anticorps contre les protéines S situées à la surface de ce véhicule pseudo-viral. Et enfin, la dernière méthode qui est utilisée par Moderna et par Pfizer est la méthode des acides nucléiques. Et ici encore, il y a deux types. Soit on utilise l'ARN du coronavirus, soit on utilise de l'ADN. Alors, la méthode utilisée par Pfizer et Moderna utilise l'ARN, ARN que l'on va injecter à l'intérieur du corps humain. Cet ARN va pénétrer à l'intérieur du cytoplasme des cellules où il va être traduit en protéines virales en passant par des ribosomes. Ces protéines virales n'ayant rien à faire à l'intérieur de la cellule vont être excrétées par celle-ci dans le milieu interstitiel où elles vont rencontrer des cellules du système immunitaire qui vont, par la cascade comme je vous ai décrit tout à l'heure, introduire et provoquer la formation d'anticorps. D'autres équipes ont essayé d'utiliser un ADN dans lequel on avait inséré l'ARN du virus responsable de la synthèse de la protéine S. Il s'agit d'un autre type d'approche, mais qui est un peu plus difficile d'utilisation parce qu'il s'agit d'un gros complexe de gros poids moléculaires et que la pénétration à l'intérieur de la cellule ne peut se faire que si on utilise un autre procédé en même temps que le vaccin qu'on appelle l'électroporation, qui est un peu trop difficile à mettre en route, et donc ce type de vaccin a été progressivement abandonné. Comment fonctionne le vaccin de Pfizer et de Moderna? Donc je viens de vous en toucher un mot. Donc un bout de l'ARN du coronavirus qui code pour cette fameuse protéine S est placé dans un virus qui est sans danger pour l'homme, ou bien, comme c'est le cas pour le virus de Pfizer, on le place dans une structure lipidique et on injecte effectivement cette particule lipidique avec un bout d'ARN du coronavirus à l'intérieur du corps humain. Cet ARN viral pénètre dans les cellules et va bien entendu détourner la machinerie cellulaire de la cellule, notamment au niveau des ribosomes pour la fabrication des protéines virales et particulièrement de la protéine S qui va être excrétée dans l'espace intercellulaire où de nouveau le système immunitaire va les détecter et va provoquer finalement l'activation des lymphocytes B et la production d'anticorps. Alors une des craintes qu'ont certains patients concernant cette méthode est que devient l'ARN viral à l'intérieur du cytoplasme des cellules humaines. La crainte étant que cet ARN viral puisse d'une quelconque manière aller s'intégrer dans l'ADN cellulaire et provoquer ainsi des mutations ou des dégâts ou d'autres effets secondaires tout à fait inattendus. Alors il faut savoir que ce type de réaction n'est pas possible parce que pour intégrer l'ADN du noyau, il faudrait que l'ARN viral puisse être traduit en ADN. Or, les cellules ne possèdent pas cette enzyme. Certains virus, comme par exemple le HIV, possèdent cette transcriptase inverse qui lui permet de s'intégrer dans le cytoplasme, dans le noyau des cellules. Il faut savoir que ici les cellules ne possèdent pas cette enzyme. Et donc l'ARN ne peut pas être traduit en ADN et donc il ne peut pas y avoir d'intégration de l'ARN viral dans l'ADN
du noyau de la cellule infectée, et donc aucun risque de modification du patrimoine génétique humain. Alors quels sont les vaccins qui sont disponibles en Europe et en Belgique? Vous savez que le choix des États membres s'est porté sur une commande groupée négociée par la Commission européenne, avec une répartition ensuite entre les États en fonction de leur population. Alors, vous voyez que dans un premier temps, c'est le vaccin de AstraZeneca, donc vaccin à base de virus plutôt atténué, qui a été commandé. Et puis, la course au vaccin se précisant avec plusieurs firmes qui commençaient déjà à avoir des phases 3 et des phases 4 qui étaient publiées, ont convaincu la Commission européenne plutôt de recommander de nouvelles doses à ces vaccins, à ces firmes pharmaceutiques ayant développé les vaccins qui sont les premiers arrivés sur le marché, donc en particulier le vaccin de Pfizer et de Moderna. À l'heure actuelle, environ 300 millions de doses sont déjà disponibles et sont réparties à l'intérieur de la communauté européenne, comme je vous le disais, en fonction de la population. 200 millions de doses supplémentaires ont été commandées par la communauté européenne et n'ont pas encore été à ce jour distribuées. Il y a toujours une négociation pour la distribution, de savoir comment on va répartir ces différents vaccins entre les différents pays de l'Union européenne. Voici la même chose au niveau d'une autre dia où vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que le vaccin d'AstraZeneca a d'abord été privilégié et qu'ensuite les vaccins ARN se développant de manière beaucoup plus rapide, la Commission européenne s'est bien entendu retournée plutôt vers Pfizer et Moderna pour la commande de vaccins qui seraient disponibles beaucoup plus rapidement que le vaccin d'AstraZeneca. Alors en ce qui concerne la vaccination, le but des autorités belges est d'atteindre 70% de la population à vacciner. Pourquoi 70%? C'est basé sur des plateformes, sur des calculs statistiques. On sait par exemple que pour la rougeole, pour arrêter sa dissémination dans la population, il faut que 95% de la population soit vaccinée. Pour le SARS-CoV-2, les modèles mathématiques montrent que l'on pourrait faire barrière à sa diffusion dans la population si au moins 70% de celle-ci étaient vaccinées. C'est pour ça que l'on a décidé de rendre cette vaccination gratuite pour qu'un maximum de personnes puissent se faire vacciner. Mais néanmoins, la vaccination est restée sur base volontaire et les groupes prioritaires ont été déterminés par un conseil scientifique et alors validés par le Conseil des ministres. Le vaccin de Pfizer étant un vaccin qui contient 5 doses, on peut même aller parfois jusqu'à 6 doses, ne peut, une fois qu'il est sorti de son état de conservation, ne peut persister à l'extérieur qu'un certain nombre de jours, et donc il est indispensable, quand on utilise le vaccin de Pfizer, de prévoir une logistique qui permette de vacciner les personnes en groupe et si possible un grand groupe de personnes. Donc il entraîne, ce vaccin de Pfizer, une logistique qui est quand même plus importante et plus contraignante que notamment le vaccin atténué d'AstraZeneca.
Alors, qui vacciner et dans quel ordre? Eh bien, la vaccination qui a commencé maintenant sur base de l'avis de la task force de vaccination, c'est en premier lieu les résidents et le personnel des établissements d'hébergement des personnes âgées, donc les MR et les MRS, suivi des institutions collectives de soins en incluant les volontaires, c'est-à-dire par exemple les instituts pour personnes handicapées. En deuxième lieu, les personnels de soins au sein des hôpitaux et particulièrement parmi ceux-ci les professionnels œuvrant en première ligne, c'est-à-dire dans les unités Covid, des soins intensifs. Et quand on dit personnel, c'est l'ensemble du personnel, pas seulement les médecins et les infirmières, mais l'ensemble des acteurs participant à la vie de l'hôpital. Et l'ensemble donc de ces acteurs qui ont des contacts rapprochés avec des patients atteints de Covid-19. Dans un troisième temps, les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé, dans lequel on inclut par exemple les centres de dépistage du cancer, l'ONE, toutes ces structures seront ensuite vaccinées dans un troisième temps, et ensuite vont être vaccinées les différentes tranches d'âge de la population, les personnes âgées de 65 ans et plus. On n'a pas encore déterminé si on le fera par tranche d'âge descendante, si on va d'abord vacciner les 65 ans et plus avec facteur de risque. Ce n'est pas encore quelque chose qui est encore bien clair à l'heure actuelle, mais ce que l'on sait, c'est que ce sera effectivement par tranche d'âge, d'abord 65 ans et plus, puis 45-65 ans avec des comorbidités spécifiques comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiopulmonaires, rénales, hépatiques, les personnes atteintes de malignité hématologique ou de cancer solide récent. Et ensuite, également, seront vaccinées les personnes exerçant des fonctions sociales ou économiques euh, essentielles, selon des critères qui n'ont pas encore été définis à l'heure actuelle. Comme je vous le disais, le vaccin de Pfizer nécessitant une infrastructure quand même très très importante, le vaccin devant être conservé, comme je vous le dirai plus loin, à moins 80 degrés, eh bien la logistique suivante a été retenue. C'est Pfizer elle-même qui va transporter ces vaccins à moins 80 degrés vers certains hôpitaux, appelés hôpitaux hub, qui disposent de l'infrastructure permettant de conserver le vaccin à moins 80 degrés. Ce sont ces hôpitaux hub qui vont ensuite distribuer le vaccin de Pfizer vers les maisons de repos dans sa zone d'influence en fonction des commandes que feront ces maisons de repos. Et une société de transport a été prévue spécifiquement qui possède la capacité de transporter le vaccin dans des camions frigo spécialement, je dirais, aménagés pour ce transport. Et bien entendu, il faut le vaccin, mais il faut également, et vous en aurez entendu parler ces derniers jours, il ne faut pas nécessairement avoir rien que le vaccin, il faut aussi avoir les seringues, les aiguilles. Or, vous avez entendu comme moi que on est déjà sur un premier problème qui est le fait qu'il semblerait que l'on manque de seringues et d'aiguilles, un problème typiquement belge, je crois, et que ça risque effectivement de limiter ou en tout cas de réduire la vitesse de vaccination chez nous. Voici une estimation des personnes, de la quantité de personnes devant être vaccinées en Belgique, du moins dans les premières catégories à être vaccinées. Vous voyez que
Les résidents en MR-MRS sont estimés à 150 000. N'oublions pas qu'il faut 2 doses, donc il faut chaque fois multiplier ces chiffres par 2 pour obtenir les doses de vaccin. Le personnel est estimé à 60 000 personnes. Les personnels de soins de première ligne, dans lequel on inclut également les médecins généralistes, les infirmières à domicile, sont estimés à 120 000. Les professionnels autres des hôpitaux généraux 140 000. Et ensuite tous les autres professionnels de la santé, comme je vous l'ai expliqué dans la dia précédente, sont estimés à plus de 200 000. Alors le vaccin de Pfizer, qui est le premier à avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché, a été commercialisé sur base de 2 doses de vaccin, de vaccin. Et vous voyez ici la première publication qui montre que parmi le groupe vaccin et un groupe placebo relativement homogène en termes de nombre de personnes, et bien seulement 8 qui avaient reçu le vaccin ont développé un Covid symptomatique et un Covid sévère contre 162 dans le groupe placebo et 9 pour un Covid sévère. Et donc on en a déduit que la vaccination offrait une protection d'environ 95%, en tout cas en ce qui concerne le vaccin de Pfizer. La première dose de vaccin donne une certaine protection déjà après 10 jours après la première dose, tandis que la deuxième dose ne fait que renforcer cette immunité anti-Covid quelques jours après cette deuxième injection. Vous voyez ici le diagramme qui correspond à la même publication du vaccin de Pfizer qui montre qu'effectivement dans le groupe placebo, eh bien, l'incidence cumulative du Covid ne fait qu'augmenter, alors que dans le groupe vacciné, on obtient déjà une certaine immunité après la première dose d'environ 82%, alors que 7 jours après la deuxième dose, on obtient ce fameux chiffre de 95% de protection. Après la première dose et avant la deuxième dose, on aurait une protection qui varie entre 52 et 90%. Voici un petit peu en fonction des différents vaccins, les différentes efficacités, et par comparaison, je vous ai mis également l'efficacité des vaccins pour d'autres maladies. Vous voyez par exemple que pour les vaccins de la grippe saisonnière, notre efficacité n'est pas toujours très très bonne, hein. C'est surtout en fonction du fait que nous avons la vraie souche, que nous avons pu attraper la vraie souche dans le vaccin que l'on va administrer aux patients. Et donc vous voyez que selon les années, on peut avoir des vaccins dont l'efficacité tourne autour de 20% et dans les meilleures années aux alentours de 60%. Par contre, pour la rubéole, vous voyez tout à fait à droite de cette diapositive, on a une efficacité de 97% et pour la polio de 99%. Comparativement à ça, vous voyez que Moderna et Pfizer revendiquent une efficacité qui tourne aux alentours de 95% pour tous les deux. Le vaccin d'AstraZeneca donne une efficacité qui est encore à préciser, qui est une moyenne pour l'instant de 70%, et le vaccin russe Sputnik 5 et pour l'instant donne pour l'instant des résultats qui permettraient d'atteindre une protection de 92%. Alors, y a-t-il des effets secondaires très importants suite à cette vaccination? Bien, il y a de toute façon des effets secondaires classiques pour tous les vaccins, et donc on retrouve les mêmes effets secondaires classiques avec des réactions locales à l'endroit de l'injection, une douleur, un érythème, un gonflement,
Il peut y avoir également, comme pour tout vaccin, des réactions systémiques, de la fièvre, des maux de tête, des myalgies, un peu d'arthralgie. On a constaté qu'il y avait plus de réactions après la deuxième dose, que le risque de faire des effets secondaires est moins élevé chez les plus de 55 ans, et que donc la plupart de ces effets secondaires étaient légers à modérés et étaient résolus très très rapidement. Alors, la Commission européenne a donné son accord pour le vaccin de Pfizer-BioNTech le 21 décembre. Ce vaccin est commercialisé sous le nom de Comirnaty, qui est un nom qui a été élaboré à partir des termes ARN messager, Covid-19, communauté et immunité. Il faut essayer de s'y retrouver dans l'ordre des lettres pour retrouver un petit peu les différentes sources qui ont différentes parties des lettres qui ont permis de former ce nom de vaccin. Le vaccin de Pfizer est contenu dans un flacon qui permet normalement de conserver 5 doses de vaccin, bien que des retours du terrain nous disent que l'on pourrait néanmoins obtenir 6 doses de vaccin, l'industrie américaine mettant toujours un petit peu plus de produits actifs que ce qu'il n'est obligé de mettre à l'intérieur du flacon. Il s'agit d'un vaccin qui doit être reconstitué, c'est-à-dire que l'on injecte une certaine quantité de sérum physiologique et que l'on puise ensuite 0,3 ml de cette solution qui correspond aux 30 microgrammes de vaccin à ARN de Covid-19 incorporés dans ces fameuses particules lipidiques dont je vais vous parler dans quelques secondes. Alors ce vaccin peut être conservé pendant 6 mois en des températures entre 90, moins 90 et moins 60 degrés. Une fois sorti du congélateur, le vaccin non ouvert peut être conservé jusqu'à 5 jours entre 2 et 8 degrés, et il peut être conservé jusqu'à 2 heures à des températures allant jusqu'à 30 degrés avant l'utilisation. L'ARN messager est bien entendu contenu dans des petites nanoparticules lipidiques qui permettent justement une solubilité plus importante et une fixation plus importante aux membranes phospholipidiques des cellules cibles de l'injection. Sur cette diapositive, je vous montre la composition de cette particule phospholipidique. Il s'agit de montrer réellement la composition de ce fameux vaccin, puisque vous savez que c'est une objection que font parfois certains de nos patients, c'est vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces vaccins. Eh bien, vous pourrez toujours montrer cette composition que l'on peut trouver sur le net des différents lipides utilisés dans cette particule phospholipidique, ainsi que des différents agents conservateurs se trouvant à l'intérieur de la fiole de Pfizer. Alors, quelles sont les indications de vaccination? Pour une immunisation qui soit efficace, il faut donc 2 injections. Le vaccin a pour l'instant été testé dans l'étude chez des personnes de 16 ans et plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'indication de vacciner les adolescents de moins de 16 ans, bien qu'une étude est actuellement en cours pour étudier la vaccination chez les moins de 16 ans.
La vaccination se fait par voie intramusculaire, 2 injections, comme je l'ai déjà dit, à 21 jours d'intervalle. Le site préféré est le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras et il faut éviter, bien entendu, comme tout vaccin, de l'injecter en intravasculaire, en sous-cutané ou en intradermique. Bien sûr, toutes ces fioles sont répertoriées par un numéro de lot. Elles doivent pouvoir faire l'objet d'une traçabilité importante en cas de réaction allergique ou d'une autre réaction, d'un autre effet secondaire qui surviendrait suite à l'utilisation de certaines fioles de ce vaccin. Alors, il a été mentionné par la presse et également par la firme Pfizer que on avait eu plusieurs réactions allergiques, parfois sévères, mais chez des personnes qui avaient déjà des antécédents d'allergies relativement importantes. Et donc, chez les personnes ayant une anaphylaxie importante, eh bien, on déconseille l'utilisation de ce vaccin, c'est-à-dire chez les personnes ayant déjà fait des réactions allergiques significatives, comme des œdèmes de Coinck, comme des urticaires généralisées. Par contre, les allergies modérées, l'asthme ne sont pas des contre-indications à la vaccination. C'est la raison pour laquelle il faut toujours que ce vaccin soit administré en présence d'un médecin, même si une infirmière peut faire l'injection. Et il est recommandé de maintenir le patient qui présente des antécédents d'allergie au moins 15 minutes après la vaccination, les réactions anaphylactiques avec ce vaccin apparaissant environ dans cette fenêtre d'un quart d'heure après la vaccination. Et bien entendu, on n'administre pas de deuxième dose aux gens qui ont fait une réaction à la première injection. Alors, l'allergie au latex est-elle une contre-indication? Eh bien non, parce que le bouchon du vial n'est pas constitué de latex, mais d'une autre substance, et donc il n'y a pas de contre-indication chez les gens présentant une allergie au latex. Bien entendu, comme tout vaccin, il ne faut pas l'administrer chez les patients qui présentent un état fébrile actif ou une infection aiguë qui pourrait bien entendu diminuer l'efficacité de la réaction immunitaire. Il faut donc attendre et postposer l'injection du vaccin chez ce genre de personnes. Par contre, la présence d'une infection mineure comme une rhinorrhée, comme un léger mal de gorge ou une fièvre légère ne sont pas des contre-indications absolues à la vaccination. Quid des individus immunodéprimés? Pour les patients immunosupprimés, l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin n'ont pas été évaluées. Et donc on ne sait pas à l'heure actuelle s'il y a une efficacité prouvée chez ce genre de patients. Différentes études sont en cours et dans ces patients immunodéprimés, il faut aussi entendre ceux qui reçoivent un traitement immunosuppresseur. Il est certain que l'on ne ferait probablement, enfin, on ne fera pas de mal en injectant ce vaccin chez une personne immunodéprimée, mais la question de l'efficacité se pose. La réaction immunitaire pourra être beaucoup plus faible, beaucoup moins importante que chez une personne normale. Je vous ai dit que des études sont actuellement en cours. Voici une étude qui est actuellement en cours et qui a été clôturée il y a peu de temps, reprenant des individus VIH positifs
et des personnes atteintes de l'hépatite C chronique. Vous voyez que le nombre de participants était relativement faible. C'est dans cette étude, il y avait quand même un bénéfice à vacciner ce genre de patients et il n'y avait pas plus d'effets indésirables lors de la vaccination que dans une population non immunodéprimée, une population classique générale. Quelle est la durée de protection donnée par ce vaccin? Bien, la durée de protection est à l'heure actuelle encore inconnue. On a actuellement une preuve d'efficacité pendant environ 6 mois. Certains disent 8 mois à l'heure actuelle. Mais néanmoins, cela reste encore à être exploré et des études cliniques sont encore en cours. Et donc, les individus ne sont pas protégés en tout cas pas entièrement, jusqu'à 7 jours après leur deuxième dose de vaccin. Nous n'avons pas, bien entendu, de données sur l'administration de ce vaccin avec d'autres vaccins, comme on le fait parfois chez les enfants en pédiatrie. Et on recommande, à l'heure actuelle, le CDC recommande un intervalle minimum de 14 jours avant ou après l'administration de tout autre vaccin, avant l'administration du vaccin de Pfizer. En ce qui concerne les femmes enceintes, l'expérience de l'utilisation n'est pas encore très bien connue. Les données manquent cruellement. Les études effectuées dans le cadre des essais animaux ne montrent pas d'effet sur la grossesse, sur le fœtus, ni d'effet tératogène, ni d'effet d'accouchement prématuré, mais néanmoins, la prudence s'impose et l'utilisation du vaccin ne devra se faire pendant la grossesse que si les bénéfices que l'on peut en retirer sont supérieurs aux risques que l'on peut faire courir à la maman et au fœtus. Et donc, si l'utilisation lors de la grossesse n'est pas formellement interdite au sein de l'Union européenne, ce vaccin est toutefois interdit au Royaume-Uni pendant la grossesse, en tout cas pas recommandé. Et donc, pour les femmes en âge de procréer, il convient que la grossesse soit exclue avant la vaccination et on recommande d'éviter une grossesse pendant au moins 2 mois après leur deuxième dose. On ne sait pas non plus si ce vaccin est excrété dans le lait maternel. Les effets indésirables, je vous en avais déjà touché un mot, la douleur qui survient au niveau du site d'injection dans 80% des cas, la fatigue, 60% des cas, les maux de tête, 50% des cas, myalgie et frissons, 30% des cas, les arthralgies, 20% des cas, et un peu de fièvre et un gonflement au niveau du site d'injection dans 10% des cas. Ces injections sont généralement d'intensité légère à modérée, disparaissent quelques jours après la vaccination et une fréquence légèrement inférieure d'événements indésirables était associée à un âge plus élevé, je vous disais tout à l'heure supérieur à 55 ans. Il n'y a pas d'efficacité, de différence d'efficacité globale du vaccin chez les patients présentant un ou plusieurs comorbidités qui augmentent donc le risque de faire un Covid sévère. Et donc, il y a bien une indication de vacciner ces gens, au contraire.
Donc pas de contre-indication à la vaccination dans l'asthme, pas du tout de contre-indication chez les gens ayant un IMC supérieur à 30, pas de contre-indication non plus chez les gens présentant une maladie pulmonaire chronique, un diabète ou qui sont hypertendus. La durée donc de la protection est actuellement inconnue, de même que l'on ne sait pas chez les gens qui sont vaccinés s'ils ne seraient pas capables néanmoins de continuer à disséminer malgré tout le SARS-CoV-2 à d'autres personnes, s'ils gardent par exemple ce virus à l'intérieur de leur fosse nasale. Ceci doit bien entendu faire l'objet d'études ultérieures. Alors l'impact, c'est ce que je vous disais, de la vaccination sur la dissémination du virus dans la communauté n'est pas encore connu. On ne sait pas non plus quelle sera la prévalence ou l'incidence, en tout cas, de personnes ayant été vaccinées qui garderont le coronavirus à l'intérieur de leur fosse nasale. Alors la question que posent certains patients, j'ai fait le Covid, est-ce que je dois quand même me faire vacciner? Alors les données émanant du CDC préconisent une vaccination chez ces personnes puisque on ne sait pas, et on a d'ailleurs constaté que chez certaines personnes ayant fait un Covid, même un Covid sévère, les anticorps chez certaines personnes ne persistaient pas au-delà de quelques semaines, voire 3 mois. Et donc, de manière à uniformiser la protection dans la population, la vaccination est recommandée chez les personnes ayant déjà fait un Covid et qui ne présentent plus de symptômes depuis au moins 14 jours. Et donc, y compris donc les personnes qui ont fait un Covid asymptomatique ou bien qui aient fait un Covid qui ait été symptomatique. Mais donc, comme je vous le disais, les personnes qui sont atteintes de l'infection aiguë par SRAS-CoV-2 doit être différée jusqu'à ce que la personne ne présente plus aucun symptôme de cette infection et on attend 14 jours après la fin de l'infection. Dans la communauté ou en ambulatoire, les gens qui sont en quarantaine en raison d'une exposition connue au Covid ne doivent pas se faire vacciner avant la fin de la période de quarantaine. Alors, est-ce que ce vaccin offre quand même une protection contre les différents autres virus ayant muté? Eh bien oui, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une réaction immunitaire qui est dirigée contre l'entièreté de la protéine S du coronavirus. Or, les variants britanniques et sud-africains, notamment ceux qui se répandent à l'heure actuelle chez nous, présentent une variation de seulement quelques acides aminés au sein de cette protéine S. Ce qui fait que les anticorps qui sont initiés par le vaccin vont reconnaître quand même la protéine S de présente à la surface de ces coronavirus, même si elle ne reconnaîtra pas, ces anticorps ne reconnaîtront pas l'entièreté de cette protéine S, mais certaines parties de cette protéine S. Et donc on aura quand même une certaine efficacité. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout au plus, on peut s'attendre à avoir une diminution d'efficacité. Alors le vaccin Moderna, lui, a été approuvé tout début du mois de janvier par l'EMEA, donc l'Association européenne du médicament,
et il est basé effectivement sur le même principe de l'utilisation de l'ARN messager que le vaccin de Pfizer. Vous voyez ici dans l'étude qui a servi à la mise sur le marché le même type de graphique que le vaccin de Pfizer, avec une incidence chez les patients vaccinés qui reste très basse d'infection par le Covid, alors que le groupe placebo montre une incidence cumulée qui est quand même relativement importante. Les différences entre les deux vaccins sont des différences essentiellement de conservation. Le vaccin de Pfizer doit être conservé à moins 80 degrés pendant 6 mois, dans un réfrigérateur entre 2 et 8 degrés pendant 5 jours et 2 heures à température ambiante. Le vaccin de Moderna doit être conservé à moins 20 degrés pendant 6 mois au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés pendant 30 jours. Les deux vaccins ont bien entendu deux doses pour être efficaces. La deuxième dose est administrée 21 jours après la première chez Pfizer, 28 jours, voire même un peu plus dans la littérature chez Moderna. Tous les deux utilisent une combinaison lipidique pour contenir l'ARN viral. La composition de l'adjuvant vaccinal varie chez Moderna et chez Pfizer, mais de manière relativement peu importante. Il y a une dilution qui est indispensable par du sérum physiologique dans la fiole du vaccin de Pfizer, alors que chez Moderna, il n'y a pas de dilution qui est nécessaire. Le vaccin a reçu l'autorisation chez Pfizer pour les patients de 16 ans et plus. Pour Moderna, l'autorisation a été donnée pour les patients de 18 ans et plus. Qu'est-ce que nous ne savons pas encore concernant ces vaccins? C'est dans quelle mesure ces vaccins seront-ils efficaces chez les personnes âgées dont on sait que la réactivité vis-à-vis des vaccins n'est pas toujours très très importante. Est-ce que ce vaccin induira la formation d'une immunité chez les personnes âgées qui sera suffisante que pour diminuer l'incidence, l'apparition du Covid-19 dans la population de personnes gériatriques ou même dans la population de gens souffrant de graves comorbidités comme par exemple, comme nous le citions, l'obésité, le diabète et d'autres comorbidités. Est-ce que ces vaccins empêchent la transmission du SARS-CoV-2? On n'en sait toujours rien à l'heure actuelle, je vous en parlais il y a quelques dias. Est-ce que cette protection est une protection à vie ou bien est-ce que c'est une protection qui ne durera qu'un certain temps? Est-ce qu'il y aura besoin de refaire des injections à intervalles réguliers? Si oui, à quelle fréquence? Est-ce que ce sera, comme la grippe, une forme de vaccination saisonnière? Ou bien est-ce que, une fois que nous serons vaccinés, nous aurons une protection pour la vie entière? Est-ce que quel vaccin choisir en fonction de quelle population? Là aussi, il manque actuellement de données pour pouvoir cibler tel type de vaccin chez tel type de population. Quels sont les effets sur la sécurité à long terme du vaccin? On n'en a à l'heure actuelle aucune idée. Hein. On a tout au plus 8 mois de recul. Quels sont les effets secondaires chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes?
Ces questions, et bien entendu, amènent à la conclusion que le fait de vacciner pendant un certain temps ne va pas nous dispenser de respecter les règles qui sont déjà en vigueur, comme la distanciation sociale, le port du masque, puisque nous ne savons pas si la vaccination peut diminuer la dissémination du virus ou la transmission à quelqu'un d'autre. Le véritable challenge est bien entendu de vacciner 70% de la population. Alors ceci est un petit sondage qui avait été fait en Belgique il y a déjà quelques mois, c'est un sondage qui date déjà, où 50% de la population interrogée avait l'intention de se faire vacciner, 33% étaient indécis et 17% n'avaient pas l'intention de se faire vacciner. Ceci en raison de la crainte des effets secondaires, mais également surtout de la nouveauté du vaccin. Et on constatait surtout que les femmes et les personnes jeunes sont plus réticents à se faire vacciner que les hommes. Vous voyez également ici cette répartition en fonction de l'âge chez les différentes tranches d'âge entre les 18-24 ans, les 25-34 ans, et plus effectivement on va vers des âges élevés, vers 65 ans, plus vous voyez que l'adhésion à la vaccination est importante, tandis que plus on arrive vers un âge médian entre 25 et 44 ans, plus l'acceptation de la vaccination est au plus bas. Voici de nouveau, puisque l'on est en Belgique, une répartition selon les régions. Vous voyez que la région flamande présente un certain avantage, puisque la population flamande est un petit peu plus encline à se faire vacciner que la population bruxelloise et que la population de la région wallonne. Comme je vous ai dit, le manque de confiance dans ce vaccin est la plus grande crainte que l'on peut avoir et qui pourrait empêcher d'atteindre ces 70% de couverture vaccinale. Mais selon les personnes interrogées, qu'est-ce qui pourrait leur redonner confiance dans la vaccination? Eh bien, ils ont confiance dans leur médecin généraliste. Ils ont généralement confiance en différents scientifiques et Dieu sait si dans cette campagne différents visages scientifiques sont apparus. Ils font confiance également à différents témoins, des personnes ayant été vaccinées et n'ayant pas eu d'effets secondaires. Et ce sont les pharmaciens qui auraient l'impact le plus stimulant, notamment sur la disposition à la vaccination, probablement via le dialogue qui s'enchaîne, qui se fait entre le patient et son pharmacien. Et donc, il faut renforcer l'engagement volontaire en faveur de la vaccination, communiquer de manière transparente sur le développement, l'efficacité et les effets secondaires des vaccins pour renforcer la confiance. Et après avoir donné toutes ces informations, il est souhaitable de donner à chacun la possibilité de se faire vacciner sur base d'un choix délibéré. Je vous remercie pour votre attention.